fait, le seul métier que je pouvais suggérer, proposer à mes parents au niveau de l'art, c'était prof de dessin. Par contre, si je disais je veux être chanteuse, mais là tout le monde aurait dit t'es folle. Elle n'est jamais sortie. Non, jamais sortie. Pourquoi? Donc bon, on a dit on s'en fout, on est invité, on va en dilettante, on va se faire connaître. Qu'est-ce que je vais faire là? que je dois penser au moment où je vais arrêter. Couleur Martinique, c'est moi, c'est autres, c'est où? Jocelyne Péouard, bonjour. Bonjour. Une première question, parce que tu y tiens, tu dis je suis une Martiniquaise. Oui. Quand tu dis ça, on a envie de te demander, mais c'est quoi pour Jocelyne Péouard d'être une Martiniquaise? Ah, être une Martiniquaise, c'est tout simple, c'est être née à la Martinique déjà. Ouais. Tu vois, il y avait une chanson que j'aimais bien. Tu l'as dit qui pour disait, toi ou de façon générale? Je le dis pour moi, parce que je crois que chacun a besoin d'avoir un chez-soi, tu vois. Et je sais que bon, quand je rentre en Martinique, je rentre à la maison. C'est là, c'est la lombrique moins terrée, c'est ce que je voulais te Oui, dire. c'est Il y a ce une que chanson dit. comme ça, la Ouais. lombrique en moins terrée. Voilà, c'est une chanson Ouais. guadeloupéenne. Mais j'adorais ça parce que c'était tellement ce que je ressentais, parce que je crois que là où il y a toute ta famille, c'est chez toi. Ouais. Là où il y a toute ta famille. Quand tu laisses ta famille pour aller vivre ailleurs, tu es un expat. Tu vois, tu es vraiment, tu n'es plus chez toi. Alors, tu peux faire de l'autre endroit ton chez toi parce que tu n'as pas le choix, quelquefois. Oui, bien sûr. Tu vois, mais je veux dire, il est important de pouvoir se dire, oui, je suis chez moi. Ouais. Je suis chez moi, pourquoi? Parce que chez moi, il y a plein de traditions, il y a des choses, il y a des endroits qui me touchent, qui me revigorise, Ouais. qui me redonne toute mon énergie. J'ai de la famille un peu partout, disséminée dans la Martinique. Donc, quel que soit l'endroit où je vais, si j'ai un problème, si c'est pas une famille, c'est un ami, c'est quelque chose. Alors que bon, par exemple, quand je vais en France, si je suis, je sais pas moi, dans les Pyrénées, moi, pas connaître personne là-bas. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est ça. Ouais. C'est savoir que il y a les siens autour, que ses parents sont enterrés là, que c'est là qu'on est né, qu'on connaît presque tous les coins. C'est chez soi. Ouais. Est-ce que le fait que Voilà. tu aies beaucoup voyagé a renforcé ce sentiment que tu es vraiment une Martiniquaise? Je m'explique. Tu as voyagé quasiment dans tous les pays du monde, avec Kassav notamment, et tu as forcément rencontré ce qui n'était pas toi. Est-ce que ça a renforcé ce sentiment profond que tu es une Martiniquaise? Je crois que ça n'avait pas besoin de renforcer. Je crois que je suis tout simplement. En fait, quand j'ai voyagé, je me suis quelquefois posé la question. Parce que je savais que je ne vivrais pas éternellement en France. J'aime pas l'hiver. Puis bon, Ouais. c'est un beau pays. C'est un beau pays. On rencontre des milliers de gens, des gens sympathiques, des gens un peu moins. Tu vois, mais bon, comme partout. Mais en fait, moi, je ne me voyais pas vivre, en tout cas en Europe. Voilà, parce que le froid, le machin, enfin, il y a un tas de choses qui faisaient que je savais que je ne pouvais pas habiter là-bas. Par contre, dans d'autres pays que j'aimais, que je trouvais beau, que je me disais, est-ce que j'aurais pu vivre ici? Je me suis posé des questions comme ça. Genre, si j'ai envie de partir ailleurs, où aimerais-je aller? Ouais. Alors, j'avais retenu le Sénégal, j'avais retenu d'autres endroits, mais bon, chaque fois, je revenais chez moi. Bien sûr. Alors, puisque tu parles de chez toi, c'est donc le pays où tu es né. Ouais. Et j'ai tout de suite une première question. Je ne crois pas qu'on te l'ait souvent posée. La petite Jocelyne voulait être quoi? Quand elle se disait, quand je serai grande, la petite Jocelyne voulait être quoi? Ah, peut-être qu'en dessous de l'éducation, parce qu'à cause de mon éducation, j'étais en train de chercher un vrai métier, comme le disaient les parents, n'est-ce pas? Et le vrai métier, c'était par rapport aux choses qui m'intéressaient quand j'étais au lycée. Donc j'aimais les sciences, donc j'avais envie de faire de la recherche, j'avais envie d'être, pas nécessairement médecin, mais plutôt faire de la recherche, parce que je trouvais que le corps humain était une machine tellement perfectionnée, tellement belle, que fouiller tout ça et puis essayer de trouver peut-être des médicaments ou des traitements ou des machins, etc., ça me plaisait un peu. Mais ça, c'était mon éducation qui m'imposait un peu ça. Mais j'aimais ça aussi, j'aimais quand même. Ouais. Par contre, ma passion, c'était les arts. Ouais. C'est clair. Depuis toute petite, j'ai aimé dessiner.
J'ai aimé bricoler, j'ai aimé créer des vêtements, j'ai aimé... tu vois, quand il y avait une fête à la maison, par exemple, je faisais les menus avec des personnages dessus que je peignais, tout ça. Et chaque parent avait son menu et tout, et repartait chez lui avec, quoi, tu vois. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y avait pas forcément la chanson dès le départ. Il n'y avait absolument pas la chanson comme métier, ni même le dessin. En fait, le seul métier que je pouvais suggérer, proposer à mes parents au niveau de l'art, c'était prof de dessin. Tu vois, ma mère était prof d'anglais, je pouvais être prof de dessin. Tu vois, ça aurait choqué personne. Tu vois, mais par contre, si je disais je veux être chanteuse, mais là tout le monde aurait dit t'es folle. Tu veux faire quoi? De toute façon, si tu veux être peintre aussi, faire des tableaux et compagnie, à l'époque, je veux dire, à moins d'être extraordinaire et compagnie, bon, je veux dire, tu veux mourir de faim, tu vois, tu vends pas des tableaux tous les jours, et puis tu les vends pas non plus des milliers de francs. À l'époque, c'était les francs. Donc bon, il fallait un vrai métier, quoi. Mon éducation, c'était ça. On sait que tu étais parti pour faire des études, alors, de mémoire de pharmacie, me semble-t-il. Oui. Et tu es rattrapé par la chanson, finalement. C'est quoi le déclic? À quel moment la chanson se présente et surtout, comment elle se présente? Le hasard? La passion? Non, pas du tout. Pas du tout. La chanson, elle était là depuis longtemps. Elle était là depuis toute petite. Mon frère jouait du piano. Michel. Ouais, les filles ont appris à jouer du piano classique. Les garçons, bon, ils n'ont pas pris de cours de musique, mais mon frère Michel a eu l'occasion en fait de jouer avec des groupes, et en Guadeloupe, il était tombé dans la marmite Jean-Marie, la maison, enfin chez les parents d'Alain Jean-Marie. Jean-Marie, ouais. Voilà, donc il était avec tous les frères d'Alain Jean-Marie, donc il allait jouer dans des balles et des machins comme ça. Et quand il rentrait, il m'accompagnait et je chantais toutes les vieilles biguines et toutes sortes de choses, quoi. Et puis, comme je savais déchiffrer des partitions, ma maman avait quelques partitions, dont la chanson comment il s'appelle encore, Charles Aznavour, Tu te laisses aller et compagnie. Donc, je déchiffrais ça. Et j'essayais de m'accompagner en plaquant des accords, mais je ne savais pas jouer la biguine. Tu vois, c'est mon frère qui m'accompagnait en biguine. Donc, pendant les fêtes familiales, j'amusais tout le monde parce que je me mettais à me croire grande chanteuse de biguine et de mazurka. Il y avait quand même ça. Ah oui, il y avait ça, mais c'était en dilettante. C'était vraiment pour faire plaisir à la famille, pour me faire plaisir aussi. Et puis j'écoutais énormément de musique. Bon, mes parents avaient un tourne-disque, tu sais, le truc qui fait clac sur le machin. J'ai acheté, comme je faisais de la danse classique aussi, donc j'avais acheté le Lac des Cygnes, donc je connais le disque par cœur, Tchaïkovski et compagnie. Tu vois, donc je mettais ça, je dansais avec mes copines quand elles venaient l'après-midi, je leur montrais des pas de danse et compagnie, je leur prêtais mes tutus et compagnie. C'était ma façon de m'amuser. J'avais pas le droit de sortir, hein, ça, je l'ai déjà dit 100 fois. Tu l'as déjà dit. Donc, si tu veux, j'essayais de m'amuser comme je pouvais. J'avais plein de trucs d'évasion. Et en fait, écouter de la musique, c'était aussi une façon de m'évader. Et j'écoutais toutes sortes de choses. J'avais des goûts complètement éclectiques, puisque j'aimais autant le jazz avec Ella Fitzgerald, parce que c'est ce que j'ai trouvé chez mes parents, la salsa avec Celia Cruz, la musique africaine avec Myriam Makeba, il y avait tout ça. Tu vois, le gospel avec Mahalia Jackson et la variété française avec Edith Piaf et plein d'autres. Donc en fait, j'étais dans tous les trucs. Et quand j'arrive à Paris, en fait, comme mon frère savait que je chantais plus ou moins bien, et que son copain Roland Louis, qui était arrangeur, avait besoin de choriste, il a dit ma soeur chante, hein. Il a dit bon, dis-lui de venir me voir et tout. Et je suis venue, il m'a testé, il m'a dit ok, c'est bon, on est parti en studio. C'est ça le déclic. Et j'ai commencé comme ça. Voilà. C'est ça le déclic. Voilà. Effectivement, tu es d'abord choriste. Voilà. Ensuite, la chanson. Mais tu fais assez vite le choix, me semble-t-il, mais tu vas nous corriger, de chanter et de composer en créole. Tout à fait. Alors justement, même si je ne savais pas faire les rythmes, je pouvais plaquer des accords. Donc je faisais plutôt des chansons un peu douces, quoi. Donc la toute première chanson que j'ai écrite, d'ailleurs, c'était une chanson sur les marchandes de Balaou. Parce qu'elle me fascinait, tu vois, quand elle montait tout ce monde-là pour aller jusque chez mes parents, on les entendait au bout de la rue de l'autre côté crier « Béléo, Béléo !» Et j'ai fait une chanson sur ça. Elle était en créole, cette chanson. Elle était en créole. Gadei machin en l'aria, en l'étetli en gros pogné, etc., etc. Il pas ni temps pour les poser, balaoublé, cachaillé, etc. Des pieds, ils a fatigué. Maman, mâché, mâché. Et le refrain faisait mâché, mâché, mâché. Elle n'est jamais sortie. Mâché, mâché, non, jamais sortie. Pourquoi?
Parce que à cette époque-là, j'étais étudiante, parce qu'en fait, Oui, mais elle aurait j'étais pu au lycée. sortir après. Non, je la trouvais gna gna. D'autres personnes faisaient des chansons beaucoup plus jolies et je me disais que c'est pas la peine d'aller faire un morceau à peu près, mais c'était un hommage à la marchande de Balaou Bleu. Le créole, c'était un choix militant ou vraiment le choix de l'inspiration? C'était le choix de l'inspiration, parce qu'en fait, même si on n'avait pas le droit de parler le créole à la maison, ma maman, quelquefois, me faisait remarquer la beauté de cette langue. Donc, en fait, j'avais pris l'habitude d'écouter les textes et de les décortiquer. Si justement les textes en français de Piaf me touchaient, parce qu'ils étaient très bien écrits et qu'il y avait des choses, tu sais, les petites chansons d'amour quand tu as 16 ans, c'est le truc que tu aimes, quoi. Bien sûr. Tu vois, donc bon, j'écoutais ces chansons-là, la façon de présenter les choses, etc. J'étais captivée, quoi. Donc c'était, je faisais la même chose en créole. En créole, et au fur et à mesure, j'ai compris les doubles sens de certaines chansons, comme Montaigne, anti-musicien, etc. Même Onyeka Bao, ça bien. Quand j'avais 12 ans, je ne comprenais pas ce que je disais, mais quand j'avais 16 ans, je comprenais bien ce que ça voulait dire, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'était, j'avais pris l'habitude donc de décortiquer ça, et je trouvais que Monsieur Donatien avait des tournures en créole qui étaient absolument On parle de magnifiques. Fernand Donatien. Oui, Fernand Donatien. Le père de Franck. Voilà. Et puis, il y a eu ce fameux disque aussi d'Henri Guédon, qui était Son Tamboula, puisque bon, le tambour n'était pas aussi présent à Fort-de-France qu'avant, sauf avec les groupes folkloriques. Ouais. Quand il a parlé de son éducation, qu'on lui avait donné à apprendre le violon, mais que c'était le tambour qui le faisait vibrer, ben, j'ai dit, mais moi aussi, c'est pareil. Oui, bien Tu sûr. vois, et j'avais besoin de tambour, j'avais besoin de ces rythmes de chez nous, parce que, bon, si tu veux... Et ça, c'était ancré, c'était vraiment ancré. C'était vraiment ancré, et en fait, c'était pas être rebelle, parce que je comprenais l'éducation que mes parents nous donnaient, puisque c'était en fait leur façon de s'en sortir. Puisque comme cette société-là était basée déjà sur une histoire de couleur de peau, donc si tu étais plus waiaïaï, tu avais plus de chances de réussir que si tu étais dark, tu vois, de la nuit, tu vois. Donc, si tu veux, pour eux, l'éducation, c'était une façon de s'émanciper, de pouvoir être reconnu, de pouvoir ne pas être traité, tu veux, de boloco, de je ne sais pas quoi. Donc je comprenais ça, mais je disais qu'il y avait quand même autre chose qui te faisait vibrer, et que cette chose-là, tu n'avais pas le droit de l'annuler en moi. Tu vois, donc... Finalement, à travers ce que tu dis, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du hasard, finalement, l'intégration dans Kassav. Parce que dès le départ, Kassav est un projet autour de la langue aussi. Autour de la langue et autour, si tu veux, de notre héritage même musical. Tu vois, alors certains ici vont dire, ouais, Kassav, c'est Guadeloupe, etc., etc. Mais bon, je vais te dire, quand tu es étudiant et que tu es à Paris, tu n'entends pas tellement de bellets dans le métro. Oui. Tu entends le gros cas. Oui. Tu vois, et tu t'arrêtes et tu restes là pour prendre ta dose de gros cas parce que tu en as besoin. Tu vois, et le truc, c'est que, bon, je me suis habituée aux deux. Tu vois, et que pour moi, le gros cas, c'était à moi aussi. Exactement comme les gamins aujourd'hui te disent le dancehall, c'est à eux alors que ça vient de la Jamaïque. Tu vois, ben, moi, le gros cas, c'est à moi et il venait de la Guadeloupe. Pourquoi pas? Et au départ, quand tu écris en créole, dès le départ, c'est très rigoureux, tu veux bien écrire, ou alors tu l'écris comme on l'écrit à l'époque, un peu comme on le sent. Tu sais, un jour, j'ai lu dans un livre, si tu veux écrire un livre, commence par lire. Donc, si tu veux écrire des chansons, commence par écouter de belles chansons. Tu vois, et de beaux textes. Le truc, c'est que quand tu admires un texte qui est bien fait, tu as envie de faire aussi beau. C'est tout. Tu vois, c'est un exemple. Tu vois, tu vas pas chercher l'exemple qui est bateau, qui machin. Tu vois, tu vas chercher chez les gens qui ont écrit de beaux textes. Barbara, Brel, en français, chez les Français. Et en créole, il y avait Donatien, il y avait 2 ou 3 encore à côté. Léona Gabriel, Léona etc. Gabriel, oui, on avait le livre qui trônait, ça c'est la Martinique et compagnie. Donc je fouillais ce livre-là régulièrement pour apprendre, notamment les grands classiques de chez nous. Tu vois, donc c'était toujours l'exemple, mais il fallait toujours une dose de qualité. Parce que je me disais que c'était les choses de qualité surtout qui me touchaient. Tu vois, quand il y avait quelque chose en plus, c'était ça, tu vois, qui me donnait envie de réécouter, qui me donnait envie de décortiquer, etc., etc.
Et quand c'était gentil, machin, bon, ça pouvait me faire rigoler, je pouvais chanter ça avec les copines et tout. Mais pour ma propre réflexion, ma construction elle-même, j'essayais toujours de chercher plus approfondi, plus loin, toujours aller Et ça, plus loin. y compris, enfin, beaucoup dans tes compositions. Il y a un certain nombre de chansons qui sont marquantes. Alors, tu en as bien sûr énormément, mais on sent qu'il y a un gros travail de recherche. C'est-à-dire, tu ne te contentes pas de la traduction. C'est-à-dire, on a l'impression que quand tu composes, c'est pas de la traduction. Il y a vraiment une pensée, une manière d'écrire le créole, de mettre des expressions imagées, etc. C'est quelque chose auquel tu apportes un soin particulier. Tout à fait, parce qu'en fait, cette langue créole, tu vois, quand par exemple Donatien dit « bouche en babra Ouais. Milan. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Il n'a pas dit Milan, il dit bouche en babra. Tu vois, donc c'est des machins. Quand je vais fouiller, j'ai commencé à acheter des dictionnaires. J'ai commencé à fouiller, à chercher des mots un peu oubliés, des mots particuliers, etc., parce que j'avais envie justement d'augmenter le vocabulaire, parce que j'avais entendu quelqu'un de ma famille, enfin un aîné, dire « Ah, mais de toute façon, le créole est limité, pas ni machin, pas ni... il n'y a pas de mots scientifiques, il n'y a pas de trucs. » Or, si tu veux, quelqu'un comme Raphaël Confiant te propose une façon justement de créer. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi le dictionnaire français s'enrichit de nouveaux mots chaque année, et pourquoi notre dictionnaire créole ne pourrait pas s'enrichir également régulièrement de nouveaux mots. Et donc, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est peut-être simple, pour dire radio, plutôt que de traduire m'écouter la radio, m'écouter capter son. Parce que le capteur, la radio, c'était un capteur de son à l'époque. Ouais. Alors, je vais te poser... Voilà, donc pour moi, je trouve que ces images-là sont tellement belles. Pourquoi s'en priver? On a souvent eu des débats sur la question de chanter en créole, en français, etc. Et dans la nouvelle génération, y compris ceux qui font du dancehall, il y a une vraie défense de la langue créole. Peut-être un peu moins chez ceux qui chantent du zouk. Tu te situes comment par rapport à tous ces débats? Tu sais, moi, je suis toujours intéressée par tout ce qui se fait chez moi. Je cause avec pas mal de musiciens. Et il y en a un d'ailleurs dernièrement qui m'a fait écouter une de ses chansons. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé le texte avant? Il fait l'effort d'écrire en créole, comme beaucoup d'autres. Mais si tu veux, il y a ce côté facile de la traduction littérale. Et c'est un peu ça que je voudrais qu'on change, tu vois, qu'on aille chercher plus loin, qu'on trouve d'autres mots. Faut pas créoliser un mot français, surtout si le mot créole existe. Tu vois? Donc il faut un peu plus de recherche. Bravo! Continuez à chanter en créole. Moi, déjà, le fait que vous chantez en créole, moi, ça me rassure. Mais il ne faut pas se contenter de dire je chante en créole et ne chanter que comme on parle aux copains, tu vois, dans la rue. Et je disais ça, si tu veux, dans une interview. Quand on m'interviewait en créole, je disais, je suis toujours très gênée de répondre en créole. Pourquoi? Parce que quand on parle le créole de la rue, on va parler, nous va dire n'importe quel bail, tu vois. Spontané. S'il y a un mot français qui passe à dans ton pipoui, tu vois, mais voilà. Mais quand j'écris, je fais l'effort de faire des tourneries, en tout cas j'essaye. Il y a des phrases qui ressemblent effectivement aux structures françaises, qui sont proches de la structure française. Mais il y a beaucoup de moments où j'essaie véritablement soit de prendre des mots un petit peu oubliés, les remettre au goût du jour, parce que c'est tellement riche, tellement beau que ce serait dommage qu'on perde, tu vois, comme le mot floco, par exemple. Floco, ouais. Ça. Ce mot floco, là, par exemple, que tu viens d'utiliser. Je l'ai appris, en fait, à l'époque où on mettait des pantalons légers, tu vois, parce que nos parents avaient l'habitude de dire, tu vois, Luca mettez baila, et puis plia, baila escampé, tu vois. Est-ce que je t'ai dit, parce que là où tu es habillé, tu vois, et puis brusquement, il n'y a plus l'escampe. Il n'y a plus l'escampe. Et donc, je t'ai dit, ouais, mais pantalon floco, il n'avait pas de tenue, il était molpi, il était tombé blip, tu vois. Et donc, ce truc-là, tu vois, ce sont des mots pour moi qui sont tellement beaux, floco. Tu l'as dit dans une chanson. Oui, Enidele, mon fort, Enidele, floco. Donc, on peut comprendre facilement ce que ça veut dire, puisque justement, c'est le contraire. Donc, et c'est ça, pouvoir redonner, si tu veux, toute cette richesse au niveau du vocabulaire, parce qu'en fait, le truc que Chamoiseau l'avait dit justement dans son livre, que le nombre de mots, ça me nuisait, quoi, tu vois, c'était... On créolisait la phrase à l'origine en français.
tu vois, pour la mettre en créole, etc. Donc, il faut un peu plus, tu vois. Ne pas se contenter de dire je prends le créole, mais faire une déclaration d'amour à cette langue. Ouais. Ouais, mais, bye nana. C'est ça, tu vois, bye pétrole. Voyez monter. Ouais. C'est ça, c'est tout cet amour parce que c'est. Et je te dis, c'est ma mère qui m'a fait écoute ça. Et puis elle me donnait la phrase, je disais waouh. Je ne peux pas vous répéter ce qu'elle m'avait dit, j'ai oublié. Alors, je vais te poser 2 cols. Ouais. Tu as un album qui s'appelle Madou Sinaï. Oui. Ça veut dire quoi, ce mot? Alors, en Madou, c'est doux. Ouais. C'est doux. Alors, Madou, c'est un bagage. C'est métier, tu vois, bah, machin. Et donc, si ou comme Madou, c'est un bagage, c'est un Madou Sinaï. Alors, ça se dit de 2 manières. Madou Sinaï ou Madou Sinage. Ouais. Je trouvais que Madou Sinaï était plus joli parce que le J ferme le mot, alors que l'Y donne une. Tu vois, il y a des petites étincelles là, au bout. Madou Sinaï. Tu vois, ça part plus loin. Un de tes morceaux les plus connus, c'est Siwo. C'est celui qu'adorait ma grand-mère, déjà décédée, mais Siwo a été pendant des années un de ses morceaux favoris. Quand tu dis M'enlè en homme douce qu'on Siwo, pour nous, Antillais, nous comprenons parfaitement ce que ça veut dire. Si tu dois l'expliquer à un Français, à un Américain, M'enlè en homme douce qu'on Siwo, tu dirais quoi? Ben, je traduirai toute la chanson puisque j'explique ce que je considère ce qui est un homme douce. C'est-à-dire quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui soit avec toi et qui est quand même de la douceur. Parce que souvent, on a appris à nos hommes à être macho. Parce que pour être homme, il faut être debout, il faut vous boxer, il faut machin, il faut être fort, il faut être truc, etc. Et il y a plein d'hommes qui sont embêtés avec ça. Tu vois, certains ne sont pas très forts. Et ils ont le droit, si tu veux, de ne pas être très fort. Comment tu expliques le succès de cette chanson? Déjà la musique, déjà la rythmique qui est particulière, parce que même quand je suis passée, je me rappelle en Haïti, quand je suis passée près de la chambre de Jacob et que j'ai entendu, parce qu'il était en train d'essayer une machine, je suis rentrée, j'ai dit je veux ça. Il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai dit je veux ça, tu vois, parce que quand j'ai entendu le truc, j'ai dit waouh, c'était original, c'était jamais fait avant, tu vois, ça swingait, etc. Et effectivement, quand j'ai eu ça, comme j'ai eu du mal à trouver la mélodie. J'ai dû passer 15 jours à chercher des tas de choses. Et puis, j'ai tout effacé. Et un matin, je me suis levée, j'ai dit, j'y vais, mon casque et compagnie. Et puis, j'ai démarré ici. Wow, malade. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Alors, on va revenir sur Siwo tout à l'heure parce que c'est d'actualité, mais on va y revenir. Tu vas nous expliquer cette collaboration avec Meryl. Mais je voudrais qu'on revienne à Kassav, le créole et la communauté noire. Beaucoup de gens disent, mais une des raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas Kassav, on l'avait dit à l'époque, ils chantent en créole. Et toi, tu t'es toujours défendu de ça en disant, si nous y allons avec qui nous sommes, notre langue et notre sincérité, ça va marcher. Tu veux que j'ajoute quoi? Comment tu expliques ce succès au-delà des frontières de la Martinique? Tu as du recul maintenant, plus de 40 ans. Alors j'ai plusieurs explications. La première, c'est que l'union fait la force. Ouais. On était plusieurs. Celui qui n'aimait pas Patrick, il aimait Jean-Philippe. Ouais. Celui qui n'aimait pas Jacob, il aimait Jean-Claude ou Jocelyne, etc. Bon, tu as ça. Donc les gens avaient le choix, déjà. Deuxièmement, et je crois que ça devait être le premièrement, les gens de chez nous d'abord étaient derrière nous. Les gens ont adhéré à Kassav, les gens de chez nous. Et je crois qu'il est important, si tu veux, d'avoir son peuple avec soi. Et je veux dire, Martinique et Guadeloupe, et même Guyane, ils étaient avec Kassav. Tu partages l'avis de Pierre-Édouard Décimus qui dit que la communauté étudiante parisienne, extra-parisienne, a joué un grand rôle dans le succès de Kassav. Exactement. Parce qu'en fait, ceux qui avaient connu ou qui avaient entendu parler de Kassav par ceux qui étaient ici, dans les îles, sont venus voir Kassav parce qu'on leur disait c'est génial, c'est magique, etc. Donc ils sont tous venus, même s'ils ne connaissaient pas. Mais je pense qu'ils ont cherché les disques et qu'ils ont eu les disques et qu'ils ont adhéré exactement comme les autres. Et le truc, c'est que la communauté estudiantine est tellement large chez nous, quasiment dans toutes les grandes villes de France. Il y a des étudiants venus de nos îles
Et je veux dire, ils ont soutenu et ils ont amené leurs copains. Et les copains ont fait connaître à leur famille et à d'autres copains. Donc je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné au départ. Pourtant, ça n'était pas simple parce qu'on le sait peu. Vous avez essuyé des critiques au début. Beaucoup de gens disaient la musique, ça peut pas être Kassav, c'est le compas, c'est Perfecta, c'est tout ça. Et puis beaucoup disaient aussi c'est de la musique de bal. Ouais. Donc ça n'a pas assez naître de noblesse, ces musiciens qui ont fait bal, quoi. Tu vois? Or, on avait la prétention de faire des concerts et c'est ce qu'on a fait. Et beaucoup d'autres suivent derrière. Tu vois, je crois que j'ai perdu mon fil sur ce coup-là. Ouais. Le succès, c'est aussi parce que ce sont des musiciens et que tout le monde compose et qu'il y a cette harmonie, c'est tout ça aussi. Le succès, je crois que c'est parce qu'au départ, ça a été pensé. Ça n'a pas été un groupe qui a été créé avec des copains pour faire justement du bal ou pour amuser les gens, enfin bon, nous qui faisons musique, quoi. Tu vois? Non, ça a été un groupe qui a été pensé pendant un an. Pendant un an, c'était qu'est-ce qui manque à notre musique, quels sont les défauts de notre musique. Donc, étudier ce qui ne va pas, c'est-à-dire pouvoir se mettre vraiment face à soi et se dire qu'est-ce que je dois changer chez moi. Tu vois? Et donc, ça a duré un an. Et à partir du moment où ils ont marché, il y a eu les premiers balbutiements, tu vois, sur des bases quand même qui étaient solides parce que c'était des musiques existantes déjà chez nous. Donc, c'était pas un truc parti ailleurs, ni un machin expérimental que ne comprennent que les musiciens. C'était des choses mais véritablement une pensée. Il fallait que ce soit adapté à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de faire une musique trop tu vois, élitiste. Hein? Exactement. Qui permettrait donc à tout le monde, si tu veux, de se sentir concerné. Il fallait que les textes permettent d'élever sa façon de penser. Je me rappelle d'un texte au début, c'était calculé. Mi calculé, là où il est là, ça où il est là, etc. Réfléchis avant fait coller, si c'est vous qui tenez raison. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Donc, c'était quand même des textes qui amenaient les gens à une réflexion sur eux-mêmes. Mais quand tu même, vois? Certes, pour nous, ça c'est acquis parce que cette langue, on la comprend. Ouais. Les concerts commencent et vous commencez à vous produisez au-delà de la communauté noire. Vous produisez dans des pays où on se dit, mais qui ça Kassav qu'a fait là? Alors, justement, le truc de Pierre-Édouard, c'était de dire, si on veut attirer un maximum de gens, il faut leur donner quelque chose qui est pas de léger, parce que la musique n'était pas légère, mais il fallait leur donner comme je te dis, pas une musique trop compliquée, une musique simple, qui swing, etc. Et les gens de chez nous ont toujours aimé le carnaval. Oui. Donc, ils sont toujours de marché de carnaval. Donc, le Massa Saint-Jean était parfait. Oui. Tu vois? Et donc, c'est parti avec ça, avec le petit bois du Belay. Du Belay, exactement. Nous, etc. Donc, automatiquement, tu as eu le rythme zouk qui a été mis, si tu veux, en exergue. C'est pas qu'il n'existait pas avant, mais d'autres personnes n'avaient pas fait la démarche de Kassav. Et en fait, le travail de Kassav, le travail d'arrangement de Kassav, le travail du son, le travail du machin, a fait que tout ce qui avait été fait avant, qui n'avait donc pas fonctionné, qui n'avait frappé personne, eh ben, ça frappait tout le monde avec le travail de Kassav. Mais je suis quand même. Quand Kassav, je me souviens de cette affiche, doit se produire au Japon, doit se produire en Russie, vous ne doutez pas que ça puisse... Alors, vous ne doutez pas, vous y allez, mais ça pourrait ne pas fonctionner, il pourrait ne pas adhérer. Alors, toi, tu ne doutes à aucun moment. Alors, je vais te dire... Le seul moment où j'ai douté, c'était la première fois qu'on est parti de France, justement, qu'on est sorti du bassin caribéen, parce qu'on avait quand même déjà tourné à Antigua, à Sainte-Lucie, Dominique, enfin dans les îles, Haïti, Martinique, Guadeloupe, etc., Guyane. Bon, et puis la France. Et puis, de France, ça y est, on commençait à partir un petit peu en Hollande. Parce qu'il y avait des gens justement d'Aruba, parce que Curaçao, tout ça on faisait aussi. Donc il y avait des gens d'Aruba. Et ces gens-là amenaient des gens. Puis il y a une grosse communauté antillaise qui commençait à connaître. Et le truc, c'est que quand on nous appelle en Afrique, c'est là où moi je doute. Parce qu'il y a un gars à FR3 à l'époque qui me dit « Ouais, Kassav n'est pas connu là-bas, ce sont les Camerounais qui tiennent le haut du pavé avec le Makoussa. » C'était le Makoussa à l'époque. Ouais. Et puis, il y a également le soukous et la rumba du Zaïre et Congo, etc.
Donc bon, on a dit, on s'en fout, on est invité, on va en dilettante, on va se faire connaître. Voilà, on y va. Donc, on est parti. Et puis là, on a vu que c'était chaud, quoi. Tu vois? Alors donc, le Japon et l'URSS, ce sont deux choses différentes. Le Japon a toujours été ouvert. Le Japon s'est toujours intéressé à plein de musique. Je me rappelle que quand nous sommes allés au Japon, on m'a posé des questions sur Malavoie. Oui, effectivement. Donc, si tu veux, ils étaient filés. C'est-à-dire qu'ils étaient curieux, ils voulaient savoir, etc., etc. Quand on est allé en URSS, là, c'était la grande surprise. On est parti faire un concert au départ. Le concert était plein vite. Deuxième concert. Troisième concert. On a fait 3 dates en URSS. Mais il y a qui dans ce concert? Alors, il y a les Russes. Chose étonnante. Alors, Jacob m'a dit, ouais, ils sont venus acheter le merchandising parce que comme ils n'ont pas le droit d'aller dans les magasins, machin, ce qui était le cas aussi à Cuba, etc., il y avait des magasins pour les étrangers, mais eux, ils avaient des magasins qui leur étaient dédiés. Donc, s'ils voulaient acheter autre chose, ils venaient dans les trucs. Non, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on était le premier groupe noir à aller en URSS. Oui. Donc, on était une curiosité. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus, il faut leur demander pourquoi ils sont venus. Et puis, il y avait aussi des étudiants africains. Ah, d'accord. Oui. Ben oui. Et les étudiants africains qui étaient fanatiques, ils étaient devant. Donc, ils ont montré comment bouger dessus et les Russes ont bougé aussi. Alors, certains qui étaient peut-être pas intéressés, qui étaient intéressés juste par le merchandising, ils sont peut-être partis. Tu vois, Jacob disait toujours, ouais, les gens sont pas, certains partaient, machin, et tout. Non, moi, j'ai pas vu tellement la salle se vider. Ouais. Quelques-uns sont partis, oui, parce qu'ils n'étaient pas venus pour le groupe, ils étaient venus pour autre chose. Mais ceux qui sont restés ont cherché à imiter les copains africains qui étaient devant. Tu vois? Ouais. Et qui montraient comment machin, et tout le monde faisait ouais à la fin du concert. Donc il y a quand même cette constante de trouver une communauté afro, on va dire, au-delà de la curiosité des Japonais. Et c'est aussi ça le succès. Je pense que de toute façon, si tu veux, toi, être connu ailleurs, il faut déjà que tu montres que chez toi, il y a un engouement pour toi. Ouais. Donc les gens peuvent se poser la question et se dire, mais pourquoi les gens aiment ça? Et puis finalement, il y a qu'à rentrer là-dedans. Ouais. Parce que le zouk, tu sais, il y a plein de morceaux zouk qu'on écoute, on se dit, la mélodie elle est un peu pauvre, le texte aussi, et les gens sont en train de danser dessus parce qu'il te suffit de mettre la batterie et les gens dansent. Ouais. Tu mets une batterie avec le tom basse, tu vois, sur le troisième machin, et puis une basse. Il n'y a ni chant, ni mélodie, ni guitare, ni piano, mon cas danser en ligne. Oui. Parce que c'est un truc qui te prend, c'est un mouvement, c'est une façon, c'est un rythme de vie qui fonctionne avec ceux qui sont sensibles, suffisamment sensibles. Tu plais, contrairement à certains artistes qui ont un peu disparu, tu plais beaucoup à la jeunesse antillaise, et tu es devenu leur Tati. Es-tu au courant de ce qualificatif de Tati Jocelyne? Ah ben le Tati Jocelyne, il est arrivé, je pense, parce que beaucoup de copains, mes neveux et nièces, ont commencé à m'appeler Tati Jocelyne. Ouais. Donc je pense que ça a fait boule de neige. Tu penses que ça n'est que ça? Il y a ça, et puis il y a peut-être l'affection, l'affection qu'ils ont, peut-être, je sais pas, il y a peut-être, faut leur demander. Mais tu en sais quelque chose. Quand Baka Festival t'appelle et te dit « Jocelyne Béouard, nous voulons que vous vous produisez à Baka Festival », dis-nous, franchement, ton premier réflexe, ta première pensée. Ah oui? C'est vrai? Ouais. Ensuite, c'était « Qu'est-ce que je vais faire là? » Un tas de jeunes devant moi, peut-être qu'ils vont partir, je passe en dernier. Tu vois, tu as tous les flips qui peuvent passer parce que bon, je pense que c'est normal. Tu sais, je dis toujours que rien n'est jamais acquis. Que quand tu fais un concert, c'est pas parce que les gens ont payé pour venir te voir que c'est gagné. C'est gagné quand ils partent en chantant tes chansons, quand ils partent heureux, quand ils partent en se disant qu'ils n'ont pas eu assez. Là, c'est gagné. Mais avant le concert, rien n'est jamais gagné. Donc tu te dois d'être exceptionnel. Tu te dois de donner tout ton machin. Si tu n'as pas l'énergie, pas fait. Mais pourtant, tu sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, mais tu sais que tu as une place à part dans le cœur des gens. Je réalise au fur et à mesure, mais c'est toujours pareil, tu sais. Tu es habitué à un truc. Enfin, moi, je sais que pour avoir vu la vie d'un tas de gens, quelquefois, il y a des choses qui s'écroulent, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois? Donc, toi, tu dois toujours sans cesse te remettre en question, tu vois. Et les questions que tu dois te poser, c'est, premièrement, est-ce que je suis
toujours sincère? Est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Parce que si tu le fais avec plaisir, les gens le sentent. Et ce plaisir-là, ils te le renvoient. Tu vois? Donc, moi, je sais que, avec mon grand âge, n'est-ce pas, qu'il faut que je... Mais si, que je dois penser au moment où je vais arrêter. D'abord, parce qu'il y a une phrase de mon père qui me revient toujours, parce que j'ai fait de la natation de compétition. Il m'a dit, on arrête la course en la gagnant. On arrête la compétition en gagnant, la dernière. Tu vois? Tu pars pas en perdant. C'est trop triste. Il faut arrêter avant. Donc, automatiquement, je sais que je vais... Il ne faut pas que j'attende de ne plus être capable pour arrêter. Tant que j'ai l'énergie, je vais le faire parce que j'aime ça. Tu vois? Et que, en fait, c'est vrai qu'il y a des jolies chansons d'amour que je chante, d'amour et de désamour dans mon répertoire. Mais il y a aussi d'autres chansons parce que j'ai des neveux et que j'ai fait des textes qui, pas pour eux seulement, mais pour toute la jeunesse de chez moi et pour les gens globalement, parce que je crois que tous les textes qui m'ont permis de grandir, je les ai aimés, je les ai notés, parce qu'il y a des phrases dedans qui ont déterminé ma façon d'être, ma façon de penser, ma relation avec les gens et compagnie. Donc, dans mes textes, c'est ça, tirer vers le haut. Tu vois, tirer vers le haut, à chaque fois. Et donc, les textes que moi je fais, je pense qu'ils touchent aussi à cause de ça. Alors, manifestement, ils touchent beaucoup, parce que beaucoup de gens ont été surpris et agréablement surpris de ta collaboration avec Meryl. Comment tout ça commence? Alors, et on parle de la chanson Siwo. Alors Meryl, bon, moi je la connaissais parce que bon, elle était souvent avec Morane, tout ça, etc. Donc on a eu souvent l'occasion de discuter et tout. Et puis un jour elle m'a dit voilà, j'ai fait une version de Siwo et compagnie. Et donc elle veut une vie douce comme du Siwo. Et en fait, c'est assez particulier, quoi. Donc, c'est elle qui se sert, si tu veux, de la rythmique. Et moi, elle m'offre une plage qui n'a rien à voir avec la rythmique d'avant. Et je fais, mais c'est son idée. C'est son idée. Et moi, je fais, waouh, qu'est-ce qu'elle fait ensuite ça? Et en fait, donc j'ai écouté son texte, ses doutes. Et je dis que quand quelqu'un doute, il faut pouvoir l'apaiser. Et lui dire, c'est normal de douter. Mais si tu mets un pas après un pas, tu vois, n'est-ce pas? On a été éduqués avec ça aussi. Exact. Tu vois, donc il faut se dire que c'est au fur et à mesure, tu vois. Le truc, c'est pouvoir te mettre en orbite sur quelque chose de beau. J'ai beaucoup écouté. Je répète, en orbite sur quelque chose de beau. Alors, je l'ai perçu comme tel. Il y avait une vraie volonté de laisser malgré tout un message, parce que tu dis quelque chose dans cette chanson, dans la partie qui te concerne, qui arrive de mémoire à 2 minutes 50 à peu près. Tu dis quelque chose. On doit l'entendre comme un message à la jeunesse aussi. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est vrai qu'on a plein de choses qui nous permettent de faire des tas de choses aujourd'hui, même seuls, parce qu'il y a l'IA, il y a ce sont des outils absolument fabuleux. Maintenant, si tu veux, il y a une chose que je dis, c'est que tous les outils te permettent justement de faire le bien ou le contraire. Il y a une dame d'ailleurs qui disait ça, elle disait, quand on a découvert l'atome, on a créé la bombe atomique. Exact. Tu vois? Et c'est vrai. Tu vois, donc c'est ce truc-là, c'est ce danger-là. Toujours rester en orbite sur quelque chose de beau. Ce monde ne doit pas devenir laid. Et c'est pour doit être acteur. Et c'est pour ça que tu t'engages. On te voit souvent intervenir dans les écoles. On te voit. Alors, tu as eu des engagements dans la petite enfance pendant très longtemps. Là aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, on le sait. Ça te prend beaucoup de temps, mais tu as ce devoir, tu te fais ce devoir. Je me fais ce devoir pour quelle raison? Parce que, en fait, quand tu vis dans une petite île comme la nôtre, et que tu as besoin de quelque chose, tu ne l'as pas nécessairement sur place. Tu es obligé d'attendre quelques jours avant que ça n'arrive. Déjà, quand ça arrive, ça coûte plus cher que l'autre côté. On te fait payer des taxes quand tu arrives ici, etc. Donc, c'est un enfer. Tu vois, donc résultat, souvent, tu es obligé d'acheter là-bas quand tu vas voyager là-bas, et puis de prendre en trop parce que tu ne sais pas si tu vas trouver le truc, etc. Quand tu vis dans une petite île,
tu as 350 000 personnes derrière toi, éventuellement, avec un coup de chance, tu vois, si tu as tout le monde avec toi, tu as 350 000 maximum. Tu es en face de gens qui arrivent, comme Beyoncé, avec 250 millions d'habitants, comme Michael Jackson, qui vendait 36 millions d'albums pour un album. Tu comprends? Et toi, avec tes 350 000 habitants dans ton île, tu vois, quand tu vas en France, tu es français, tu dois vendre 100 000 albums pour être disque d'or, alors que tu n'intéresses que 2 millions. Quand tu fais le calcul entre Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis les gens qui sont en France, tu as 2 millions de personnes qui s'intéressent à toi parce que tu passes pas sur les réseaux là-bas. Exact. Tu vois? Et en fait, tu dois faire les mêmes scores que les gens de là-bas. Les intermittents du spectacle, par exemple, ici, ils doivent faire 507 heures comme ceux de là-bas. Ouais. Or, là-bas, quand tu as un concert à Paris, tu peux en faire un à Lyon, tu peux en faire un à Marseille, l'avant-veille. Ça ne gêne pas celui de Paris. Mais si tu as un concert ici, à l'Atrium, tu ne peux pas faire Rivière-Salée à côté. Donc, tu es obligé d'attendre le mois prochain. Donc, tu fais un concert par mois. Parce que tu ne peux pas bousiller la promotion du concert qui est en vente, qui doit remplir d'abord. Tu comprends? Si vous pouvez faire un concert gratuit 3 jours après, il n'y a pas qu'à venir au concert payant. C'est logique. C'est logique, c'est normal. Tu vois, donc on est vraiment machin. Alors même si tu es salarié et compagnie, tu n'arrives pas à faire les 507 heures. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musicien professionnel à part entière parce que tu as une réalité qui est basée, si tu veux, sur des lois qui sont pour 64 millions d'habitants, alors que ta réalité, elle n'est pas la même. Donc si tu veux, tu as plein de trucs qui font que le fait, si tu veux, d'être ici, les gamins ont envie de s'expatrier parce que pour survivre, quelquefois, tu es obligé de le faire. D'ailleurs, je suis restée une vingtaine d'années en France avec Kassav parce que c'était la base et ça nous permettait de partir partout dans le monde. Parce que partir de Martinique, tu es obligé d'aller soit à New York, soit à Paris pour chercher un hub pour aller dans le reste du monde. Donc, c'était financièrement, c'est difficile. Pour avoir le matos et compagnie, c'est pas toujours simple, etc., etc. Donc, à chaque fois, tu te limites, tu dis, ouais, c'est pas possible, on peut pas faire ailleurs. Et ça, c'était une phrase que j'entendais souvent, on ne peut pas faire rien en pays tard. Tu vois? Mais c'est à cause du machin. Et moi, je veux dire aux enfants que de toute façon, il ne faut pas justement te limiter à l'eau qui nous entoure. Tu es un être humain. Un être humain. Oui. Avant même d'être une couleur. OK? Tu es un être humain. Tu es aussi valable que n'importe quel autre être humain dans le monde. Il te faut avoir envie. Ouais. Envie d'apprendre, envie de savoir, envie de machin, envie d'aller vers quelque chose de beau. C'est ça. Tu es aussi. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu es aussi une femme de projet. Il y a ce livre qui est sorti. Ouais. Tu fais aussi de la photo. On a envie de te demander, c'est quoi la prochaine étape, hormis la chanson? Tu as encore envie d'écriture? Tu as encore envie de photo? Tu as encore envie d'engagement caritatif? Alors, en écriture, oui. J'ai un projet qui est le projet de faire justement les textes de Kassav. Parce que je pense qu'il faut un recueil des textes de Kassav. Expliquer, enfin, Kassav et moi, évidemment, les miens essentiellement, mais beaucoup de textes de Kassav aussi. Et parce que, si tu veux, il ne faut pas que les gens passent à côté de ce qu'on racontait dans nos textes. Tu vois, parce que souvent on écoute la musique, on chante le refrain. Il y a plein de gens qui, quand ils ont entendu Vini Serré, ils ont cru que c'était Vini Serré, viens loulou dans mes bras. Ouais. Tu vois, mais ça s'adresse à un enfant handicapé. Exact. C'est pas pareil. Ouais. Tu vois, donc si tu n'écoutes pas le texte, tu peux pas savoir ce qui se passe dedans. Donc j'ai envie de faire ça, déjà. Bon, au niveau photo, c'est vrai que bon, j'ai pas mal de photos intéressantes. D'ailleurs, j'ai fait plein de photos de feuilles d'arbres. On m'a dit, moi, qu'il fait peut-être un expo, les feuilles. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'ennuyer. Ouais. Je ne vais pas m'ennuyer. J'ai des tas de choses à faire. De toute ma vie, comme je cousais un peu. Moi, acheté un lot de toile. Moi, pas ouvert un magasin, un tissu ici. Donc, je vais peut-être faire des vêtements. Je ne vais pas mourir toute nuit, c'est clair. Ça, c'est clair. Jocelyne Béouard, merci. Mille merci de cet entretien. Merci à toi. On t'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime mon pays et j'aime les gens de mon pays. Et j'aime tous les gens, en fait. Ce monde est beau. Merci. Coulin Martinique, c'est Zot, c'est moi, c'est nous.